C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le démarrage d'une semaine qui sera assez légère en matière d'agenda statistique sur le plan des données macroéconomiques. On va rentrer dans la quiet période qui va précéder les prochaines décisions de banque centrale dans un peu plus d'une semaine maintenant. Quelques banquiers centraux se sont encore exprimés aujourd'hui, à commencer par Christine Lagarde, mais à partir de demain et les jours prochains, ce sera une période de blackout pour la parole des banquiers centraux américains et européens avant la décision de la Fed, donc mercredi dans une semaine, qui sera suivie de celle de la Banque Centrale Européenne le jeudi 15 juin. En attendant, les marchés ont pris connaissance quand même de l'enquête d'activité dans le secteur des services pour le mois de mai aux États-Unis. L'ISM Service qui montre une petite marche à la baisse quand même, un petit coup d'arrêt peut-être à attendre en matière de dynamique d'activité dans les services, avec l'indice global ISM Service qui retombe juste sur le niveau des 50. Je vous rappelle le fonctionnement de ces enquêtes d'activité, 50 étant le seuil qui sépare la zone d'expansion d'activité par rapport à la zone de contraction potentielle de l'activité. On est donc juste sur cette ligne de crête sur l'activité des services aux États-Unis. Pour le mois de mai, on voit d'ailleurs que la consolidation du marché des indices en Europe notamment a repris à partir de la publication de cet indicateur statistique il y a une heure maintenant. Le CAC 40 qui tourne autour de 7200 points en cette fin de séance après une baisse entre 0,5 et 1% pour les indices européens à ce stade. Le pétrole, lui, marque ce début de semaine avec la décision de l'OPEP+, ou plus précisément la décision en cavalier seul de l'Arabie Saoudite de réduire à nouveau sa production domestique d'1 million de barils par jour à compter du mois de juillet. On a vu un effet positif évidemment sur les prix du pétrole avec un baril de brut léger américain qui se traite autour de 73 $ en cette fin de journée. Décryptage à suivre avec nos invités de Planète Marché après cette décision difficile de l'OPEP+ ce week-end. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque lundi, nous retrouverons notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas pour notre quart d'heure américain hebdomadaire. Ce sera l'occasion de revenir sur les enseignements économiques et politiques du drama autour du plafond de la dette qui va donc être relevé après l'accord trouvé ces derniers jours au Congrès. Mais d'abord, les infos clés de marché, tendance, mon ami, chaque soir pour ouvrir l'émission en direct à 17h avec vous, Alix Nguyen. Et c'est une séance qui maintient un plafond de verre sur les indices actions en Europe notamment. On voit toujours cette logique de consolidation qui se met en place et qui reste en place pour les indices européens. Oui, on retient surtout la forte hausse des groupes pétroliers sous l'effet de la hausse des prix du pétrole après l'annonce par l'Arabie Saoudite d'une réduction de sa production en juillet. Le compartiment de l'énergie affiche l'une des plus fortes progressions du jour. Son indice Stoxx progresse dans le sillage du marché pétrolier. Et puis aux États-Unis, les banques et les questions réglementaires font l'actualité. Les banques américaines risquent de devoir augmenter de 20% le niveau de leurs fonds propres. Et oui, c'est une info du Wall Street Journal. Les autorités américaines de régulation préparent un durcissement des règles en matière de fonds propres pour les grandes banques des États-Unis. L'objectif est de renforcer la solidité du système financier. Morgan Stanley, mais aussi American Express pourraient également se voir imposer de fortes augmentations de capital. Dans le secteur automobile, des données chinoises nous apprennent qu'en mai, les livraisons de véhicules électriques fabriqués en Chine par Tesla ont bondi de 2,4% par rapport à avril. Du côté des valeurs européennes, Airbus est sur le point d'enregistrer une commande record de 500 A320 auprès de la compagnie aérienne indienne Indigo. À cet effet, les compagnies aériennes mondiales ont plus que doublé leurs prévisions de bénéfices pour 2023. Elles passent de 4,7 milliards à 9,8 milliards de dollars. Une reprise grâce notamment à la réouverture de la Chine et qui va se traduire par un retour aux bénéfices pour les transporteurs. Et puis le titre du groupe britannique Asos s'envole après des rumeurs évoquant une possible offre de reprise à plus d'1 milliard d'euros par une filiale turque du chinois Alibaba.
Enfin, côté statistique, Alix, la semaine sera plutôt légère, mais les investisseurs ont pris connaissance d'une activité dans le secteur des services aux États-Unis au mois de mai qui est peut-être en train de caler. Et oui, elle se rapproche de la zone de contraction à 50,3. En zone euro, la croissance du secteur privé a ralenti. Elle s'est tout de même maintenue en croissance, soutenue par l'industrie des services qui a compensé le ralentissement du secteur manufacturier. L'indice S&P Global a reculé à 52,8, un plus bas de 3 mois. Et puis, en Allemagne, le secteur des services est resté solide. Il ressort à 57,2. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché, le résumé de la séance avec Alix Nguyen en direct à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Paris-Sorvitz, c'est avec nous, le directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Régis Béguet d'être avec nous également en plateau. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion action de Lazare Frères Gestion et à vos côtés Bertrand Puif qui complète ce tour de table. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes gérant action internationale chez Fidelity. Commençons par le pétrole si vous le voulez bien. La thématique matière première est une thématique qui vous intéresse particulièrement. Régis, Bertrand, qu'est-ce qu'on retient de la décision de l'OPEP+, qui a été une décision difficile à prendre pour ceux qui avaient quelques minutes à perdre ce week-end pour suivre le déroulé de la réunion. Ça a été une réunion un peu chaotique, passionnante, dirons-nous. Non mais si, intéressant quand même. Pas mal de journalistes américains interdits de suivre effectivement les débats. Pourquoi pas ? Nous sommes ici à Vienne, chez nous, disait le ministre saoudien du pétrole. Et une décision qui a pas vraiment recueilli de consensus, puisque l'Arabie saoudite décide de supporter en solo la baisse de production qui s'ajoutera aux autres à partir du mois de juillet. Alors, c'est une décision qui est doublement politique. Alors, la première, évidemment, raison. On sait que les Saoudiens ont été extrêmement vexés quand ils ont annoncé, donc, il y a quelques mois, donc, le précédente réduction donc, de production d'1,2 million. Alors, ils n'étaient pas tout seuls, mais comme d'habitude, ils en prenaient la plus grande partie. Et que, après quelques heures de hausse, le prix du pétrole s'est remis à baisser. Parce que l'administration Biden avait tout de suite dit, attention, on a encore des réserves stratégiques, on peut les mettre sur le marché. Nous, on veut avoir un prix du pétrole bas. Pour juguler notamment notre inflation. Donc ça, ils ont été un petit peu vexés. Donc là, ils reviennent à la charge, sachant que les niveaux des réserves stratégiques américains sont quand même extrêmement basses. On est aux alentours, même on vient de passer en dessous des 300 millions de barils. Alors pour donner une idée, en moyenne, sur les 10 dernières années, on était à 600. Et on était quand même sur des plus hauts à 800. Donc là, on est vraiment très très bas. Donc si demain il y a un conflit et il y a une difficulté de s'approvisionner pour les Américains, alors effectivement, ils vont dire qu'ils sont autosuffisants dans une très grande partie, très grande mesure, mais il y a quand même une logique. Ça n'a plus de réserve que le nom, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que on sait que le pétrole de schiste, on ne peut pas extrapoler sa production sur les 10 à 15 prochaines années comme on peut le faire sur des champs classiques. Donc ça, c'est le premier élément. Donc reprendre les choses en main, notamment dans un environnement où la demande reste un point d'interrogation. On ne sait pas, et c'est vrai que les économistes sont un petit peu alarmants sur les niveaux de demande de pétrole sur le deuxième semestre. Donc j'imagine que les Saoudiens, comme l'OPEP, voient ça et donc se préparent en ayant cette flexibilité. Et le deuxième élément politique, qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est le fait qu'il y a quand même des tensions extrêmement fortes entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Et que, si l'Arabie saoudite baisse de 1, les Émirats devraient augmenter de 200 à 300 000. Donc en net, on est plutôt à moins 700, moins 800. Et donc c'est aussi leur permettre, dans cette espèce de 1 million qui donne un peu qui a plus quelque chose de médiatique, aussi de pouvoir remonter un petit peu et de leur production et de baisser les tensions un petit peu entre les deux pays. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour beaucoup de pays de l'OPEP, hors Arabie Saoudite qui a peut-être la flexibilité la plus importante, beaucoup ont déjà du mal à atteindre des quotas de production, alors qu'ils sont un peu rabaissés, mais qui ne sont jamais atteints par un certain nombre de pays importants. Vous citiez les Émirats, le Nigeria, etc. C'est et d'autres. C'est fondamental parce que c'est complètement... En fait, les gens qui regardent l'histoire en fait, de l'OPEP disent mais ils ont tout le temps triché. Donc effectivement, ils peuvent annoncer 1 million, mais ils peuvent faire... au final, ce sera beaucoup moins ou beaucoup plus. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette limitation technique
à part, c'est vrai pour les Saoudiens, mais même à court terme, j'allais dire pour les Saoudiens, puisqu'ils sont en train de réinvestir massivement, notamment en offshore, ça c'est intéressant, mais ça va mettre plusieurs années pour leur redonner cette flexibilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en moyenne, les pays de l'OPEP produisent en dessous de leur quota, ce qui est rarement arrivé. Et donc ça, c'est vrai que... et même la Russie a du mal à augmenter sa production. Donc c'est vrai que pour nous, ça nous donne quand même plutôt envie d'être investi fortement sur ce secteur-là, et en particulier sur les sociétés pétrolières qui traitent sur des multiples qui sont extrêmement bas et qui nous disent que le prix du pétrole va s'effondrer. Malgré le run qu'on a vu sur le secteur oil and gas tout au long de 2022. Vous dites avec Le secteur est à 6 fois, donc 6 fois les profits, c'est quand même un plus bas historique, avec une capacité de distribution de dividendes qui est très élevée, puisque, grosso modo, maintenant, ils font du dividende et de l'investissement dans des énergies alternatives. Ils veulent plus réinvestir dans en tout cas, les pétrolières intégrées. Hein. Je ne parle pas, effectivement, des pétrolières donc nationales, donc, qui, elles, sont dans une logique maintenir et d'essayer d'augmenter la production, au moins de la maintenir. Non, les pétrolières intégrées, malheureusement, qui ont quand même un rôle dans la détermination du rapport offre-demande, elles ont décidé, voilà, parce qu'on leur a dit que leur titre allait en bénéficier en termes de multiples, ce qui est complètement faux, qu'il fallait investir fortement sur les énergies renouvelables. Bon, voilà. Mais tout ça nous crée un environnement extrêmement propice à l'investissement dans le secteur. Bon. Pas forcément dans le gaz, on en reviendra tout à l'heure. D'accord, mais pour la thématique pétrole, pour vous, ça reste un cas d'investissement favorable, positif, effectivement. Bon, sur l'OPEP+, qu'est-ce que ça nous dit des enjeux des différents pays producteurs clés ? Est-ce que là, le message, le signal envoyé par l'Arabie Saoudite, très explicite, ça fait depuis des jours que les Saoudiens disent arrêtez de shorter le pétrole. Les positions spéculatives short net sur le pétrole étaient monstrueuses. Est-ce que là, le message est suffisant pour mettre un plancher sur le pétrole tel que l'OPEP et l'Arabie Saoudite souhaitent le voir? Alors, ça n'est pas complètement sûr parce qu'il y a quand même une grosse surprise sur ces prix du pétrole depuis le début de l'année. Il y a quand même un contre-pied. Il y a pas mal de contre-pieds depuis le début de l'année. Il y avait, c'est vrai, on voyait des perspectives de ralentissement qui tardent à venir, de ralentissement économique et réciproquement en Occident. Et réciproquement, des prix de l'énergie qui allaient continuer à rester tendus, en particulier le prix du gaz en Europe, avec l'Europe qui n'a pas résolu du tout son problème du gaz. Et on va venir sur le gaz qui connaît en fait une chute vertigineuse. Un pétrole qui est très très faible, qui en réalité est tenu à bout de bras par l'OPEP depuis le début de l'année, avec deux annonces de réduction de production qui ont précédé celle de l'Arabie Saoudite tout seul ce week-end. Pour replacer les choses dans leur contexte, la consommation de pétrole c'est environ 100 millions de barils jour. On avait déjà coupé la production de 2,5 millions de barils jour dans les deux réunions qui ont précédé depuis le début de l'année. Puis là on rajoute une réduction de 1 million de barils jour. Donc c'est quand même très significatif. Dans ce monde-là, la Russie produit 7,5 millions de barils jour. Et à l'occasion du boycott, au début de la guerre en Ukraine, le pétrole s'est envolé. Il est monté, rappelons-le, à $140. On est à $75 aujourd'hui. Il est monté à $140 dans l'anticipation que le boycott allait fonctionner, que les barils russes n'allaient pas pouvoir s'écouler. Or, la production russe n'a pratiquement pas baissé. On pense qu'elle s'écoule vers la Chine, probablement vers l'Inde, à des tarifs sans doute réduits par rapport au prix de marché. Ce qui, soit dit en passant, comme les prix de marché sont eux-mêmes retombés à un niveau relativement bas pour les finances russes, ça doit commencer à peser aussi. Et je n'évoque même pas le gaz. Donc ça, c'est quand même une difficulté probablement pour la Russie, mais qui va l'inciter plutôt à continuer à produire en volume. Et donc, ce qu'il y a de surprenant dans cette faiblesse du baril, c'est qu'on n'a pas eu vraiment le ralentissement occidental qu'on attendait, et qu'on a quand même une faiblesse du prix. Et donc, en sous-jacent, ça laisse supposer que la demande chinoise est elle-même très faible. Et donc, c'est plutôt un signal probable que la Chine n'a pas redémarré comme on l'espérait. C'est confirmé par des statistiques. Mais on sait que les statistiques chinoises, elles sont toujours difficiles à lire. Et c'est vrai que lire l'économie chinoise par le prisme de l'énergie, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut imaginer, Régis, sur la Chine, c'est intéressant parce que j'avais cette lecture-là. Et puis, on vient me dire ici et là, attention, parce que sur le cuivre, quand on regarde la demande finale de cuivre, elle n'est pas en baisse, elle est plutôt en hausse. Est-ce qu'il n'y a pas des phénomènes de déstockage, peut-être, en Chine, qui
masque ou qui complique un petit peu mais le peut-être déstockage, la c'est lecture. aussi du ralentissement économique, le déstockage. C'est aussi du ralentissement mais économique. issu des raffineries, par exemple, la demande n'est pas forcément en baisse, issue des raffineries en Chine. C'est possible aussi, mais il y a un autre signal qui est le prix du gaz. Et le prix du gaz, en Europe, il est paradoxalement assez dépendant de la demande asiatique. Je dis paradoxalement parce que le gaz est par nature un marché local, mais par le biais du LNG, maintenant qu'une très grande partie des pipelines, pour le coup, sont fermés avec la Russie, l'Europe se fournit en très grande partie par le biais de gaz naturel liquéfié. Et le gaz naturel liquéfié peut parfaitement être arbitré entre l'Europe et l'Asie. Et donc, le fait que le gaz naturel liquéfié soit tombé sous les 30 euros le mégawattheure, même jusqu'à 25 euros le mégawattheure... C'est un signal supplémentaire qu'il n'y a pas cette reprise en Chine. C'est un signal que, probablement, en Asie, la demande est assez faible. Sébastien, qu'est-ce qui vous intéresse derrière? Alors, le pétrole spécifique, l'OPEP+, c'est toujours intéressant de regarder un peu ce qui se passe effectivement entre ces pays producteurs clés, et puis le thème des matières premières en général, énergie, métaux industriels. C'est vrai que quand on regarde la tendance, au-delà de quelques rebonds, c'est pas très positif macro. En tout cas, c'est pas un actif qui donne un signal très positif sur la macro demain. Tout à fait. 3 remarques. La première, c'est que nous, on est investis surtout sur la transition énergétique. Ça, c'est des questions principielles. Et évidemment, la transition ne veut pas dire sans pétrole. On ne peut pas faire dans l'économie mondiale d'aujourd'hui sans pétrole. On a besoin du pétrole. Et c'est un fait. On ne peut pas le changer. Les éléments géopolitiques qui ont amené, et économiques qui ont amené l'Arabie Saoudite à baisser sa production, c'est simplement ce soutien du prix du pétrole. Donc, maintenant, l'équilibre macro qui est derrière ce prix, c'est vrai que la demande mondiale, en tout cas ce qu'anticipe le marché, que la demande mondiale de pétrole va rester assez atone durant cette année, et notamment liée à la Chine. La Chine, aujourd'hui, n'importe pas autant de pétrole que ce qu'on pouvait anticiper. Tout le monde pense que la deuxième partie d'année va être meilleure avec plus d'efforts de relance des Chinois. Donc, on aura un petit peu plus de demande, ce qui devrait un peu soutenir les prix. Et du côté de l'offre, il y a effectivement cette mauvaise surprise pour le prix. C'est que finalement, ce que le marché attendait, c'est que les Russes produisent beaucoup moins. Que finalement, toutes ces sanctions allaient faire que la Russie allait trouver pas beaucoup de preneurs à son pétrole. Or, les 3 millions et quelques de barils perdus sur le marché européen ont au moins été, en partie, sont arrivés en Chine, sont arrivés en Inde et d'autres pays émergents qui l'ont acheté. Et donc, la pénurie d'offres qu'on aurait pu atteindre et percevoir n'est pas là. Et donc, c'est un facteur qui devrait faire que, d'après nous, si la demande chinoise revient un peu et une offre qui, finalement, n'est pas aussi limitée que pensé, le prix devrait peut-être se retrouver un petit peu plus haut qu'est-ce qu'il n'est aujourd'hui. Donc ça, c'est la deuxième remarque. Et la troisième remarque, c'est finalement le fait macroéconomique. Il se trouve que la désinflation que nous voyons depuis pas mal de mois maintenant est essentiellement liée aux matières premières et au prix de l'énergie. On l'a dit, on est passé de 140, si on compare en glissement annuel, et on est à 75. Aujourd'hui, on a remonté, on a un niveau plus haut, on a touché des plus bas. Oui, il n'y a pas $66 sur le WTI il y a quelques jours, quelques semaines. On peut retourner à 80, 85. Certains pensent qu'on peut aller très vite à 90, mais pour ça, il faut que la demande soit beaucoup plus solide. Or, d'après nous, comme je le disais, nous, on ne pense pas que le monde développé va pouvoir croître très vite et que la demande chinoise va très, très forte. D'où l'idée qu'on va peut-être se stabiliser au niveau de 80. Et ce qui est important, donc, c'est cette idée que la désinflation venant de l'énergie va rester un élément qui va soutenir l'activité et qui l'a fait au début d'année. L'Europe a résisté en partie par des effets de pouvoir d'achat. Donc, une partie de l'Europe, pas l'Allemagne, une partie de l'Europe a été soutenue, la demande, grâce à cet effet de pouvoir d'achat lié à l'énergie. Mais la messe n'est pas dite sur l'ensemble de la dynamique des prix que nous voyons encore visqueuse au niveau des services, qui fait que malgré cette contribution du pétrole, on va avoir encore des pressions au niveau de l'inflation sous-jacente qui fait que
on revient aux banques centrales. Oui. Les banques centrales, il va falloir qu'elles maintiennent encore la pression sur l'activité. Et un dernier petit mot sur les autres matières premières. Tout le monde s'attendait à que le cuivre... Oui, c'était ma question en suspens. C'est le métal de la transition. Tout le monde nous dit, on va manquer de cuivre, il faut absolument faire des stocks de cuivre, acheter du cuivre. Les prix n'arrêtent pas de baisser. Dr Copper, on nous donnait un signal très porteur sur la Chine. Au début, tout le monde s'est dit, c'est bon, la Chine va amener le prix du cuivre beaucoup plus haut et parce que l'immobilier va repartir et on va avoir une demande très forte. En plus, il y a la transition énergétique, grosse demande liée au cuivre. Donc, c'est le métal d'avenir. Il se trouve qu'on a vu maintenant que le prix baisse depuis le début d'année alors qu'il montait très fortement. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière ? Je pense qu'il y a des dynamiques qu'on perçoit mal dans le marché. La première, c'est que la demande chinoise n'est pas aussi mauvaise qu'on le pense. Sauf que les Chinois ont décidé de prendre sur des stocks qui étaient assez importants, et ce qui fait que leurs importations sont devenues très faibles. Maintenant, leurs stocks ont beaucoup baissé, et en deuxième partie d'année, ils vont se remettre importants. Et au niveau de la production mondiale, on a un problème sur le cuivre. On n'a pas assez de production. Mais non, on n'a pas assez investi. 6 ans, 7 ans pour ouvrir une nouvelle mine. L'AIE nous pond des rapports tous les 3 mois pour nous alerter sur cette question des métaux. Donc on est assez positif. On voit cette baisse, mais c'est du moyen terme. Hein, c'est pas du 5 minutes. C'est pas de l'intelligence artificielle. Mais la baisse, c'est pas une tendance baissière qu'on peut extrapoler sur plusieurs années. Ce qui se passe là, c'est conjoncturel. Plus qu'autre chose. C'est-à-dire que si on croit à la transition énergétique, qu'on a besoin, c'est pas possible. Le prix du cuivre est trop bas. Oui, l'AIE nous alerte tous les 4 matins sur la pénurie de cuivre qui guette le monde et ils ont sans doute pas tort. Un élément politique qu'il faut avoir en tête, c'est ce qui s'est passé au Chili. Le Chili, c'est un tiers des réserves mondiales. On a un crypto-communiste qui est arrivé au pouvoir il y a 9 mois et qui a décrété qu'il allait tout nationaliser. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, les sociétés de cuivre, notamment étrangères, ont arrêté d'investir. Donc il y a eu, à court terme, un effet un peu spéculatif à la hausse. Et là, il est revenu depuis quelques semaines sur ses déclarations en disant « Je ne parlais pas de nationalisation », pareil pour le lithium. Il disait « Je parlais de PPA », donc de partenariat public-privé. Bon. Et il ne s'agit pas de faire pas exproprier les partenaires privés étrangers. Voilà. Donc ça, effectivement, à court terme, ça a joué à la baisse. Mais je pense que ça ne change pas, je suis d'accord, le sens de l'histoire et le fait que les taux de concentration sont de plus en plus faibles. Là, on les constate. C'est ce qui se passe. Plus on descend, plus les taux de concentration sont faibles. Donc, plus il faut extraire de minerais. Donc, et c'est 6-7 ans pour une nouvelle mine. Exactement, voilà. Donc, Donc, il y avait des éléments un petit peu politiques au Chili qui ont aussi pesé à court terme sur les cours. Pays clés, c'est de voir des pays comme ça, clés sur des matières premières aussi importantes. Non, mais ça, c'est un sujet. Quand même. Non, mais l'économie mondiale vit de ça, vit de la concentration aujourd'hui. Et oui. sur les mais on voit bien que tout est moins amical aujourd'hui, d'une certaine manière. Alors, ça, c'est un paradoxe, d'ailleurs, parce que malgré ces problèmes géopolitiques, au Chili, cette idée de nationaliser qui a surtout été mise en avant sur le lithium, qui va être une des sources de nos batteries. On dit qu'il y a d'autres moyens de le faire, mais en tous les cas, à court terme, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très dépendant des matières premières de certains pays clés. On essaye, et rappelez-vous, la thématique pour le G7 qui s'est terminé il y a 2 semaines, c'est nous avons besoin, nous, pays développés, ou pays du G7, d'avoir de la sécurité en termes économiques. Et le problème des matières premières que les Chinois, eux, ils ont compris beaucoup plus tôt, va être un sujet pour nous. On essaye de trouver des moyens de négocier, y compris avec le Chili, pour avoir l'accès aux minerais de cuivre, au lithium et pareil pour l'Afrique, ça devient plus compliqué avec la place prise par les Chinois et les Russes en Afrique. Donc, il y a un vrai sujet d'avenir. Pour l'instant, encore une fois, c'est dans les prix des matières premières, il n'y a aucune prime géopolitique vraiment, y compris sur le pétrole. Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui la bonne prime qu'il faudrait sur cette ressource. Et puis, Régis, comme le disait Bertrand, il n'y a pas de prime sur les valeurs des compagnies pétrolières en bourse aujourd'hui. Il y a même plutôt peut-être une décote. Pourquoi le marché n'achète pas l'idée que les profits de ces entreprises vont être à des niveaux peut-être plus élevés pour plusieurs années par rapport à ce qu'on a connu C'est toujours difficile parce que d'abord, vous avez une énorme incertitude sur le prix futur du baril. Supposez qu'on rentre effectivement dans une récession un peu plus sévère qu'attendue, etc.
etc., le baril, il peut tomber à $30 ou à $40. Hein. Même en négatif, l'histoire nous a appris. Même en négatif. Bon, c'était une situation particulière, on peut espérer qu'elle ne se reproduise pas. Mais voilà, ou aussi bien à 100, vous avez la parité. Alors quand vous êtes investisseur en euros, vous avez en plus la variable de la parité dollar-euro, puisque le pétrole s'exprime en dollars. Est-ce que le dollar va s'affaiblir, se renforcer à horizon 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, parce que c'est ce que vous faites quand vous achetez une entreprise en bourse. Vous n'achetez pas les profits de l'année prochaine. Vous actualisez des profits sur des décennies, et par conséquent, quand vous avez des profits qui sont très dépendants du prix d'une matière première, nécessairement, vous mettez une prime de risque importante. On peut chacun avoir son opinion, son idée sur la question, l'évolution de la demande, l'évolution de la production. Cette idée, elle peut changer dans le temps. Mais dans tout le cas, vous avez une prime de risque qui est très importante sur cette hypothèse majeure quand vous valorisez votre société. Alors, ceci étant, effectivement, par rapport à leur moyenne historique, les pétrolières sont plutôt à la moitié de leur valorisation, ou en tout cas 40% à peu près de décote par rapport à la moyenne historique. Donc c'est vrai que même en ayant intégré cette prime de risque particulière, on est dans de basses eaux. Il y a une surprime de risque. Cette surprime de risque, elle est liée, à mon avis, à deux phénomènes. D'abord, c'est qu'il y a eu sur le prix du baril l'idée que, effectivement, c'était lié à des événements géopolitiques qui n'étaient pas durables, donc potentiellement il allait baisser à un moment donné. Premier élément. Et deuxième élément, effectivement, le fait que les compagnies pétrolières soient aujourd'hui obligées de se diversifier vers de nouveaux types de production d'énergie, énergie électrique en particulier, qui sont par nature et aussi par le biais de la spéculation, beaucoup moins rentable que leur activité de base qui est la production d'hydrocarbures. Donc il y a la perspective d'une dégradation dans le temps de cette rentabilité liée à cette diversification. Si on regarde les actions mondiales dans leur ensemble, Bertrand, j'aime bien la séance du jour parce que je trouve qu'elle reflète bien la séquence dans laquelle on est installé depuis quelques semaines. Bon, l'Europe sous-performe un peu, le CAC retrace un peu plus parce que le poids du luxe joue contre nous désormais, mais au-delà de ça, les actions mondiales restent quand même sur une tendance positive et avec des retours par rapport aux autres classes d'actifs qui restent pour l'instant largement devant depuis le 1er janvier. On voit deux fusées à l'extrême, c'est le Nasdaq et le Nikkei, qu'on retrouve d'ailleurs leader encore sur la séance du jour. Et dans le même temps, Nasdaq continue de monter. Nasdaq, c'est quand même ce qui vaut le plus cher en termes de PE, avec des taux qui ont quand même beaucoup remonté, corrigés à la hausse, $1 qui s'est raffermi. Donc c'est vrai que c'est une situation assez intéressante. Il y a un graphique très intéressant que je regardais avant de venir. C'est en fait le relatif entre le Russell 2000 et le Nasdaq. Eh bien, on est au plus haut. Donc de surperformance. Russell 2000, les entreprises de taille moyenne cotées aux États-Unis. Voilà, avec très peu pour le coup de tech dans ces Russell 2000. Donc on est au... Qui est en baisse depuis le début de l'année. Qui est en baisse fortement depuis le début. Oui, toujours en bear market, toujours à moins 20 par rapport au sommet, etc. Mais en relatif, on a atteint les mêmes niveaux que l'on avait en mars 2000. Voilà. Donc au pic de la bulle tech, Internet à l'époque. Voilà. Et qu'est-ce qui est trop cher ? Le Nasdaq ou c'est le Russell 2000 qui n'est pas assez cher ? Donc, vu effectivement la concentration de la contribution à la performance au sein du Nasdaq, puisqu'on sait qu'en dehors de 5 valeurs, le reste a moins bien fait, on va dire. Plus si on rajoute l'intelligence artificielle, on a 100% même 110 ou 120% de la performance, le reste ayant sous-performé fortement. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est pas forcément très positif. On va dire qu'on est très content que les indices mondiaux tirés par la tech américaine soient bien orienté depuis le début de l'année. Maintenant, pour quelqu'un qui a une vision longue et qui a aussi intègre des critères de risque dans son allocation, je pense qu'il est urgent quand même de faire des arbitrages. On a effectivement une zone qui... Alors, on pourra parler de la Chine, c'est vrai que la Chine n'est pas chère, mais la question c'est est-ce que ce rebond, il va arriver ? Voilà. Est-ce qu'ils n'orientent pas non plus aussi le rebond de leur économie, puisqu'on a derrière toute cette stratégie de faire du renminbi une devise de réserve, et ils ont besoin effectivement pour cela
que justement ils aient un déficit de leur balance commerciale pour qu'ils achètent plus donc qu'ils ne vendent. Et donc voilà, il y a aussi ça, parce que ça devient quelque chose quand on écoute ce que disent les dirigeants chinois, qui est la priorité absolue. Notamment, ils sont très frustrés par le fait que quand on regarde le pourcentage du PIB chinois dans le PIB mondial et le pourcentage des réserves de devises chinoises dans les banques centrales, bien sûr. largement en dessous d'un Oui, c'est comme la place de la Chine dans les indices, donc, etc. Ils se disent peut-être que sur les prochaines années, on veut mettre l'accent là-dessus, et donc on ne veut pas une reprise énorme, très intense en importation, et puis on a la Chine, ce point d'interrogation. Je vous demande nous on est plutôt neutre plus sur la Chine, stock picking. On peut trouver des valeurs qui sont plutôt intéressantes, en particulier dans le domaine financier, parce que là, il y a eu vraiment une grosse prime de risque qui s'est dessinée. Le marché immobilier, on ne le voit pas se dégrader plus à court terme. À long terme, c'est un vrai point d'interrogation. Mais à court terme, en tout cas, on ne va pas se dégrader plus, donc ça donne un peu de bouffée d'oxygène pour les banques. Maintenant, il y a l'Europe. L'Europe n'est pas chère, notamment des marchés comme le marché anglais, qui traite sur des multiples très faibles. Alors c'est vrai que c'est un marché value par définition, beaucoup de financières, beaucoup de matières premières, du pétrole. Mais lui, il est largement en dessous de ça. Quand on regarde historiquement la fourchette de multiples, il est en dessous de sa fourchette basse. Bon, le CAC 40, évidemment, est plus proche de sa fourchette haute que de la fourchette basse. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait plus de stock picking, peut-être que par le passé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, jouer le directionnel sur le marché en se disant le marché action, quel qu'il soit, les actions internationales, pour les 6 prochains mois, c'est le meilleur placement, je ne suis pas sûr. C'est une vraie question de stratégie de marché, Sébastien. Effectivement, alors quand on voit Nasdaq versus Russell 2000, on peut voir les indices américains versus les indices chinois, c'est du plus 10, moins 10. C'est des écarts qui sont très très tendus en comparaison en relatif. Est-ce que c'est forcément une signe de fragilité derrière ces marchés d'actifs risqués, derrière ces indices actions ? Ou est-ce qu'on peut le voir de manière différente en se disant que pour l'instant, on a un rallye qui tient avec une participation très étroite et que ça laisse quand même tout un réservoir d'élargissement de la participation au rallye pour demain. Il y a un gros débat sur le marché sur cette idée qu'un marché qui monte très concentré, c'est mauvais. En fait, c'est pas du tout évident quand on regarde l'histoire, etc. Il n'empêche que là, on voit bien qu'il y a plusieurs idées qui sont derrière ces divers rallyes. Mais force est de constater que le marché monte alors que l'économie ne va pas super bien. Il n'y a pas beaucoup de croissance. On a décéléré. La Chine se réveille mal. Je pense que la Chine est un animal qu'il faut laisser à part parce qu'il y a tellement de géopolitique dans la façon dont le marché réagit. Nous, en étant donc, comme vous dites, macro, en regardant macro, nos gérants, eux, ils font du stock picking. Et en Chine, on voit bien, la conso, c'est ce qui tire. Donc la tech ou les plateformes Internet, elles se payent à des niveaux très très bas. Donc on se dit, il faut y être. Pour l'instant, on n'a pas forcément raison, parce qu'à chaque fois, il y a une nouvelle annonce faite par les Chinois qui, après avoir soufflé l'optimisme, nous font boire la tasse. Donc, je reviens sur le marché. Nous, aujourd'hui, on se dit, finalement, depuis au moins le début d'année, on se dit le fameux TINA, c'est-à-dire dire qu'il n'y avait pas d'autre option que d'acheter les actions parce que les taux étaient bas, etc. C'est fini. Aujourd'hui, il y a plein d'endroits où on peut regarder quand il s'agit de faire une allocation d'actifs, où on a des rémunérations qu'on se dit, vu tous les problèmes qu'ici on vient de citer, géopolitiques, ou de certitude sur l'offre, la demande de telle ou telle ressource, ou sur la direction que prennent nos économies avec, n'oublions pas, toujours un restaurant monétaire historique, on se dit, jouons la prudence. Donc nous, on est légèrement sous-pondérés sur les actions, avec des choix qu'on laisse aux gérants pour aller faire du stock picking dans des endroits où on trouve qu'il y a de la valeur. En termes de valorisation, on ne trouve pas que les marchés soient super chers. On regarde les primes de risque actions, elles sont au niveau historique. Il n'empêche qu'il y a des endroits, elles sont vraiment trop élevées, et d'autres endroits un petit peu, voire très faibles. Vous parliez du Royaume-Uni, par exemple. Donc, nous, vraiment, c'est cette idée qu'on va chercher dans le crédit de façon extrêmement soigneuse, ou même aller chercher placer de l'argent sur des titres à très court terme. Oui, la logique de rendement fixe est très confortable aujourd'hui. Mais j'observe quand même que depuis 6-9 mois,
être sous pondéré action, qui est un choix de prudence et qui est un choix assez consensuel, ça fait mal. Ouais. Ah, bien sûr. mais tout à fait. C'est coûteux. Tout à fait. C'est coûteux. Le problème, c'est que c'est difficile d'investir sans conviction. Donc, on peut se dire, je reste là parce que finalement, je suis porté. De fait, les stratégies de momentum n'ont pas super bien performé, mais c'est parce que c'est pas simple. Et donc, je pense qu'il faut garder sa cohérence en investissement. Ouais. Et nous, on continue à dire, ce cycle, pour l'instant, n'est pas porteur. Régis, sur l'étroitesse du marché, c'est forcément un signe de fragilité ou c'est aussi la perspective, encore une fois, que le rallye a de la place et du potentiel pour s'élargir? C'est probablement un signe de spéculation. C'est probablement, un signe de spéculation. Et c'est vrai que Bertrand rappelait le mars 2000. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une comparaison à faire avec mars 2000. C'est qu'on a sous-jacent de ce rebond l'intelligence artificielle, ou de ce rebond plus exactement de cette hausse. 35 minutes d'émission, enfin le mot est prononcé. Et c'est intéressant parce que de faire le parallèle par rapport à 2000. Parce qu'en 2000, on avait en sous-jacent l'Internet. Et l'Internet était effectivement une révolution qui s'apprêtait à bouleverser, qui avait commencé déjà, mais qui s'apprêtait à bouleverser très profondément l'organisation de la société, l'organisation du business, etc., etc. Et je crois que l'intelligence artificielle peut l'être aussi. C'est une révolution absolument majeure qui va s'infiltrer partout dans nos vies quotidiennes comme dans l'organisation des entreprises. C'est majeur. Et pour autant, ça ne veut pas dire que toute entreprise qui a un rapport lointain avec l'intelligence artificielle doit valoir un prix infini. Et c'est exactement le même raisonnement. Sous prétexte qu'on y est exposé d'une certaine manière, du coup, on atteint des valorisations. Et donc là, il y a probablement une bulle spéculative. Et le marché fait cette erreur aujourd'hui, là. Moi, j'ai l'impression que le marché... L'enthousiasme à court terme du marché boursier peut être sans limite, mais je trouve que l'enthousiasme IA générative, Bertrand le disait, c'est sur une poignée de valeurs qu'on retrouve cet enthousiasme. Sur cette poignée de valeurs dont on parle, qui a concentré à peu près l'essentiel, le très essentiel de la hausse depuis le début de l'année. À côté, vous avez, on a cité certains secteurs qui n'étaient pas très chers. Je pense également à celui de la pharma, qui est un secteur qui est aujourd'hui à l'abri des retournements conjoncturels, totalement à l'abri des retournements conjoncturels, et qui n'est pas du tout qui est très rentable, qui sert d'abondants dividendes, et qui offre de la croissance, de la perspective de croissance, parce qu'il y a énormément d'innovation qui se poursuit dans la pharma, et qui est sur des multiples qui sont assez faibles, voire historiquement faibles, voire au plus faibles en relatif par rapport au reste du marché. Donc on voit bien que le marché est quand même très focalisé à nouveau. Oui. Après la parenthèse de 2021, 2022 et début 2023, où on s'est réintéressé un peu à la partie dite value du marché, aux valeurs industrielles, aux valeurs bancaires, etc. Et une parenthèse qui a duré en fait 1 an et demi, qui était liée à la remontée des taux d'intérêt et donc au dégonflement des valeurs à multiples élevés. Eh bien, cette parenthèse s'est déjà quasiment refermée depuis 2 ou 3 mois. En réalité, SVB, depuis SVB et Crédit Suisse, voilà. En réalité, c'est ça qui a mis un coup d'arrêt. L'année dernière, on avait déjà eu une interruption liée au démarrage de la guerre en Ukraine, qui a duré 6 mois. Puis après, c'est reparti. Donc là aussi, on peut se dire que le marché va tourner à nouveau une fois que sera digéré dans les esprits l'affaire Crédit Suisse SVB. Sur le thème de l'IA générative, Bertrand, alors parallèle avec 2000... Je constate quand même que les boîtes ou les cours de bourse qui profitent le plus, et je parle en market cap, bien sûr, c'est quand même des boîtes... Bon, il y a Nvidia, l'OVNI peut-être au milieu de tout ça, mais en même temps, le marché est assez logique à considérer que les composants critiques de Nvidia ont une longueur d'avance et que forcément, ça commencera avec ça. Puis ensuite, c'est quoi? Du Microsoft, du Google, du Amazon et éventuellement du Salesforce. C'est des boîtes qui ont quand même des business models établis, qui travaillent sur l'IA depuis plus que quelques mois, des années pour certaines d'entre elles. Il n'y a pas le même vide que le côté .com, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que derrière tout ce qui monte sur l'IA, et dont on parle peut-être un peu moins, il y a aussi tout ce qui baisse, avec un thème qui va être un thème un peu clivant. Une des gérantes que j'aime bien, Virginie Maisonneuve, utilise le terme de darwinisme. L'innovation technologique, l'innovation de rupture va être une forme de darwinisme pour les entreprises.
Alors, on fait un parallèle avec l'hydrogène. L'hydrogène, dans les années 2000, 2002, 2003, on a eu un engouement extraordinaire aux États-Unis sur l'hydrogène. Peu de gens se souviennent encore de Ballard Power, qui à l'époque n'avait pas de chiffre d'affaires, pas évidemment de résultats, valait 15 milliards en bourse. Bon, voilà. Ça s'est dégonflé. Maintenant, on reparle de l'hydrogène. Il n'y a toujours pas de business case pour l'hydrogène. On sait que l'hydrogène, à un moment donné, aura quelque chose à jouer effectivement dans le mix énergétique. C'est-à-dire que les cycles peuvent être longs. Alors sans doute l'intelligence artificielle, ça ira beaucoup plus vite, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, pour moi, un facteur bloquant à court terme pour l'intelligence artificielle et son adoption, c'est un peu la même chose que ce qu'on retrouve du point de vue des véhicules autonomes, c'est la régulation. C'est la régulation, c'est des problématiques assurantielles. C'est-à-dire que si, par exemple, demain, Téléperformance, qui d'ailleurs est un des perdants boursiers, mais qui pourrait être un des gagnants sur certaines parties de leur métier, notamment la modération de contenu un peu douteux, si effectivement, demain, c'est un robot qui modère ce contenu, qui a un problème, Téléperformance va dire, c'est pas moi, c'est le robot. Allez voir la personne qui m'a construit ce robot-là et qui me l'a vendu comme ça. Ouais. Et voilà. La chaîne de responsabilité est complètement différente. Voilà, c'est un peu comme le véhicule autonome. Je veux dire, il y a un accident, c'est qui ? C'est le fabricant du software, le fabricant du hardware, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est vrai que pour moi, on a encore beaucoup de définitions à faire là-dessus. On le sait, les régulateurs, malheureusement, sont très lents. Est-ce qu'ils pourraient pas être plus rapides face à parce qu'ils s'aperçoivent que quand même avoir laissé les GAFAM atteindre des tailles stratosphériques, vouloir réguler ces groupes-là 15 ans après, quand ils pèsent 3 000 milliards le PIB de plusieurs pays agrégés, c'est plus compliqué. Alors ça milite dans le fait que les valorisations vont baisser. Parce que, la régulation, on n'a jamais vu que... Régulation, c'est marqué négatif. Voilà, c'est plutôt négatif. Donc, oui, certainement. Maintenant, c'est une question qui est ouverte. Il faudrait que les autorités réagissent assez rapidement. Je ne sais pas. Ça crée... On a eu ces rapports de brokers, on ne citera pas qui, parce qu'on n'a pas le droit, mais qui nous parlaient... en disant que c'est une chose positive, que l'intelligence artificielle, sur les 10 prochaines années, allait détruire 40% des emplois non qualifiés. Oui, j'ai vu des rapports exactement inverses. Vous êtes homme politique. J'ai vu des rapports exactement inverses. Déjà, est-ce que c'est exactement alors, Pullman nous dit ça va être tant de dizaines, centaines de milliers, moi je les cite, et à l'inverse, Jim Rich et Deutsche Bank nous fait exactement la démonstration inverse. L'histoire des révolutions technologiques, net, a toujours créé plus d'emplois qu'elle n'en a détruit. Si vous êtes politicien, est-ce que vous allez prendre le risque d'avoir 40% des bas salaires dans la rue qui seront prêts à tout parce qu'ils n'auront rien à manger ? Je ne sais pas. Partir la fleur au fusil, comme le broker que vous avez cité, est peut-être un petit peu dangereux. Non, mais ce qui est intéressant, ce que vous disiez sur Téléperformance, c'était aussi un discours qui était repris par le patron de Capgemini, Ayman Ezzat. C'est vrai que le cours de bourse de Capgemini a quand même beaucoup souffert depuis quelques mois. Il y a eu un rebond la semaine dernière. Ils ont annoncé une extension d'un partenariat avec Google Cloud, justement, avec le domaine de l'intelligence artificielle, etc. Ayman Ezzat, il dit, vous pensez bien que nous, ça fait des années qu'on travaille sur ces solutions, à implémenter des solutions d'intelligence artificielle. Donc, on n'est pas pris de court. Mais par contre, il dit, c'est une technologie, il faut que ce soit bulletproof. C'est-à-dire que dans la chaîne de workflow, quand on va implémenter des solutions d'IA générative, mais c'est zéro droit à l'erreur. C'est-à-dire que ça doit être du 100% de résultats. On ne peut pas avoir un taux d'échec ou un taux de défaillance qui serait supérieur à ce qu'on fait avec des hommes aujourd'hui, quoi. Pour trancher le débat sur l'IA et les impacts, même presque macro, Sébastien. Je ne vais pas le trancher. Et ce qui est sûr, c'est qu'on on assiste à une accélération de quelque chose qui date depuis très longtemps. J'invite à lire le bouquin qui avait été publié en 2014 par deux économistes, qui s'appelait, si j'essaie de traduire, le deuxième âge de la machine, et qui décrivait exactement ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on assiste à une révolution. On a réussi à trouver la façon de parler à la machine, de la prendre à la machine. On ne savait pas le faire. Et dans le bouquin, je crois que ça commence comme ça, si je me rappelle bien, c'est la première expérience avec des voitures autonomes faites aux États-Unis dans ces systèmes de financement venant de l'armée américaine. Et on demande à des voitures de parcourir 250 km. Et donc, il y a une quinzaine, je ne sais plus, d'universités qui mènent une voiture. Celle qui va le plus loin, elle fait 30 km, je crois. Et ça, c'est en 2004. Et en 2011, Google annonce qu'il y a des taxis autonomes qui circulent partout aux États-Unis. Donc, on a résolu un certain nombre de problèmes. Mais on voit bien qu'on n'a pas tout résolu. Non. J'ai demandé... Puis ils ne circulent pas partout aux États-Unis. J'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce que doit faire la BCE. Est-ce qu'on doit monter les taux ? La réponse assez longue, avec toutes les possibilités, y compris
certains pensent que les taux peuvent monter à 7%. C'est pour dire qu'on a encore besoin de stock pickers, d'analystes. Donc, il n'empêche que le fait de traiter de l'information, ce monde d'information en masse, et c'est là où Nvidia est très forte dans la possibilité de donner des puces qui peuvent traiter cette information, la vitesse de calcul. Et avoir de la vitesse de calcul, ça ne veut pas dire qu'on est très bon. Donc, du point de vue macro, c'est une révolution technologique, ça va amener de la productivité, le monde du travail va changer. Est-ce qu'on est capable de s'adapter à ce changement ? Pour l'instant, on a réussi, l'histoire nous dit qu'on a réussi, mais qu'il y a des gens qui peuvent rester à la rue, en tous les cas, pas pouvoir s'intégrer au changement, c'est un vrai défi sociétal et on n'a pas répondu. Du point de vue macro, si ça amène de la productivité, de la croissance dans un pays, dans un monde vieillissant, c'est peut-être sûrement une très bonne nouvelle. Il n'empêche que il y a encore du boulot du point de vue de la réglementation. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas qu'il y a encore, il y a tout à faire. Oui. Déterminer qui va gagner, qui va perdre. Je pense que ça reste très compliqué. C'est compliqué. Mais c'est pas parce que les choses existent depuis très longtemps qu'à un moment donné, il n'y a pas de rupture. C'est-à-dire l'Internet, il a existé 40 ans avant de devenir Internet. Et puis il y a ça qui arrive. L'extraction du pétrole et du gaz de schiste, on savait le faire 20 ans avant, puis un jour, il y a eu un déclencheur. Et donc, voilà, il y a des... Où l'immunothérapie dans la pharma, puisque c'est mon autre dada, on a mis 25 ans et puis tout d'un coup, il y a eu quelque chose et un décleur et ça a transformé... Le cycle d'adoption des usages, il y a un moment critique, un moment clé. Voilà, et je pense qu'on est quand même à ce moment-là sur l'IA. Voilà. Il n'y a plus de doute là-dessus, vu la vitesse d'adoption du GPT en tant que tel. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Régis Béguet, Lazare Frères Gestion, Bertrand Puy, Fidelity et Sébastien Paris-Sorvitz, la Banque Postale Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi soir, c'est le quart d'heure américain qui nous permet de retrouver notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, avec nous en visioconférence. Bonsoir et bienvenue, Pierre-Yves. Ravi de vous retrouver. Profitons quand même de ce début de semaine pour tirer quelques enseignements du drama hyper tendu autour du plafond de la dette qui nous aura occupé quelques jours. Ça n'a pas pris 6 mois non plus, Pierre-Yves, mais c'est vrai qu'on est passé par des moments d'émotion dans le marché, peut-être un peu plus énervés que d'habitude. Tout est rentré dans l'ordre, tout rentre dans l'ordre. Néanmoins, quelles sont les leçons économiques et politique qu'on peut tirer de l'atteinte de ce compromis qui aura été peut-être un peu plus difficile que pour d'autres? Écoutez, il y a plein de leçons. Les leçons politiques sont peut-être les plus faciles à tirer. Je crois qu'on a l'impression qu'il y a 2 gagnants aujourd'hui. Kevin McCarthy, le leader républicain, que l'on avait donné comme extrêmement affaibli au début parce qu'il était incapable de créer un consensus dans des factions aussi divergentes du Parti républicain qui a une très très faible marge de majorité à la Chambre. Kevin McCarthy s'en sort bien finalement. C'est vrai, il y a près d'un tiers des républicains qui finalement n'a pas voté pour ce compromis, mais on avait dit il va sauter. La frange populiste des Républicains va le mettre tout de suite sur siège éjectable. Ça ne se produit pas pour le moment, il s'en sort plutôt bien. Et puis le président Biden, en vieux briscard de la politique américaine, en spécialiste des marchandages avec le Capitole, s'en tire aussi très bien, même si ça ne se voit pas dans les sondages. Il est toujours quelque part entre 36 et 40%. Mais Joe Biden a préservé l'essentiel des acquis de ses 2 premières années de mandat. Finalement, n'a fait qu'un minimum de concessions. La mauvaise nouvelle, bien entendu, c'est que cette négociation sur le plafond de la dette ne fait pas grand-chose sur le fond pour régler le problème de l'envolée systématique de l'endettement américain et qu'on est dans une situation que je trouvais assez bien décrite par un économiste d'une université du sud des États-Unis, je crois, qui a dit « Les États-Unis ont une politique fiscale en matière de recettes qui est une politique républicaine et une politique budgétaire en matière de dépenses qui est une politique démocrate. » Et le résultat de cette situation, c'est un déficit budgétaire qui est à 1 500 milliards de dollars, qui s'approche à nouveau de 6% du PIB. Et curieusement, cette négociation
telle qu'elle a été chiffrée par le bureau du budget du Congrès, représenterait 1500 milliards de dollars d'économies par rapport à ce qu'aurait été le déficit, l'endettement américain, sur 10 ans. On aurait économisé en 10 ans ce que l'on va dépenser en gros en un an, sachant que, bien entendu, en 2025, on sera passé à autre chose et toutes ces contraintes qui ont été imposées à une toute petite partie des dépenses budgétaires américaines, en l'occurrence les dépenses discrétionnaires, et encore les dépenses discrétionnaires plutôt excluant les dépenses militaires, finalement, au-delà de 2025, on n'a aucune idée de quelle discipline pourra leur être imposée. Donc, des gagnants, oui, à court terme, certainement, mais sur le fond, le problème, la guerre avancée. Bon, et ça soulève effectivement toujours cette question, alors constitutionnelle, mais je parle sous votre contrôle. Pierre-Yves, est-ce que c'est une bonne chose de maintenir ce mécanisme de plafond de la dette qui doit être relevé à intervalles réguliers? Là, en l'occurrence, il a été relevé jusqu'à janvier 2025, donc c'est très très court dans le temps. Ça permet de franchir les élections présidentielles, bien sûr, mais tout de suite le sujet revient. Est-ce qu'il y a des arguments qui montent pour essayer de faire sauter une bonne fois pour toutes ce verrou? Ou est-ce que ça, c'est un débat qui mène dans l'impasse, quel que soit le bout par lequel on le prend? Et moi, je fais partie de ces Washingtoniens qui considèrent que ce plafond de la dette est quand même une bonne occasion pour forcer les élus à entériner les conséquences de leur vote. C'est quelque chose d'anachronique, c'est quelque chose dont la constitutionnalité n'a pas vraiment été vérifiée, et il serait une bonne chose, à froid, sans qu'il y ait de risque de défaut à la clé, qu'on trouve un moyen de saisir la Cour suprême pour lui faire trancher de cette question, à savoir est-ce que ce plafond, qui est issu d'une loi de 1917, constitutionnellement a-t-il un sens ? Il y a des avantages tout de même à ce système. Regardez ce qui se passe en France. On continue de laisser la dette s'envoler et on ne parle pratiquement jamais de ce sujet. Dans quelques éditoriaux, peut-être dans Le Point ou dans Le Figaro, un petit peu de temps en temps sur Bismarck, mais l'endettement de la France, finalement, quel responsable politique français s'y intéresse profondément et est prêt à prendre des risques électoraux pour le faire baisser? C'est la même chose aux États-Unis, malgré l'existence de ce plafond. Si on retire ce plafond, qui, by the way, n'a pas été relevé, il a simplement été éliminé. Car qui peut le plus peut le moins, le Congrès qui doit fixer ce plafond a décidé finalement qu'on allait s'en passer jusqu'au 1er janvier 2025. Après cette date-là, on aura un nouveau président aux États-Unis, peut-être Joe Biden sera réélu et il aura une opinion là-dessus. On remarque le petit clin d'œil qu'il a fait dans les minutes qui ont suivi le vote du compromis. Il a dit peut-être que c'est le moment de s'intéresser au 14e amendement. On a interprété ce clin d'œil comme un petit coup de pied de l'âne à la gauche du Parti démocrate. Mais allez donc savoir, le vieux briscard Biden s'en est quand même bien sorti cette fois-ci. Il y a d'autres exemples d'ailleurs de manière dont Joe Biden s'est bien sorti de situations difficiles sur l'Ukraine, par exemple, jusqu'à présent. Il a fait preuve d'une certaine compétence. Il a tout de même réussi à faire passer l'essentiel de son programme électoral en dépit d'un Congrès qui était très serré en termes de majorité pour les démocrates. Et puis, il a réussi à limiter grandement les dégâts aux élections législatives. Donc, chapeau pour le vieux président. Petite parenthèse politique, puisqu'on apprend à l'instant que Mike Pence officialise sa candidature, le dépôt de sa candidature en vue de la primaire républicaine. Pour commencer, Pierre-Yves, quel est le rôle, quel est le jeu de rôle de Mike Pence dans l'appareil politique américain républicain ? La liste des rivaux de Donald Trump que ce dernier va pouvoir insulter copieusement s'allonge tous les jours. Le problème, c'est que Mike Pence sait des choses sur la manière dont Donald Trump a travaillé à la Maison-Blanche pendant 4 ans. Donc, si le corps lui en dit, il pourra riposter. C'est une catastrophe pour les républicains, ce qui est en train de se passer. Et c'est une très bonne nouvelle pour Joe Biden. Mais Donald Trump, vraiment plus que jamais, aspire l'oxygène qui est dans la sphère médiatique et continue de drainer l'essentiel de l'intérêt des médias et des électeurs pour ces primaires républicaines.
Ron DeSantis, qui vient lui aussi de lancer sa campagne, cherche à lever des fonds. Et pour le moment, il y a de gros donneurs qui ont de gros doutes sur Ron DeSantis. Les choses ont mal commencé pour lui. Mike Pence pourra-t-il lever beaucoup d'argent? Parce que vous savez, la politique américaine dans les primaires, c'est d'abord une capacité à lever de l'argent. Est-ce que vous êtes capable de trouver soit beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, soit un petit groupe de contributeurs qui a beaucoup d'argent? Trump, lui, il arrive à faire les deux. Il a lui-même encore de l'argent et il arrive à faire contribuer beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Pour Ron DeSantis, c'est vraiment un défi difficile. Pour Mike Pence, je ne sais pas comment ça peut tourner. Je ne vois pas cet ancien vice-président de Donald Trump qui a réussi tout de même à préserver un certain profil d'honorabilité en dépit de sa proximité de Donald Trump pendant 4 ans, et en particulier au moment des événements dramatiques du 6 janvier, je ne vois pas comment Mike Pence peut devenir le prochain président des États-Unis. Pour conclure sur les affaires monétaires, Pierre-Yves, il nous reste 2 minutes 30. Pause ou pas pause le 14 juin prochain pour la Réserve fédérale américaine? Écoutez, le seul fait qu'on se pose la question me porte à croire qu'il va y avoir une pause. Tout le message implicite et explicite qui a été donné dans les discours publics des principaux responsables autour de la table du comité monétaire de la Fed depuis en gros 3 semaines va dans le sens de ne pas confondre pause et début de la baisse de taux. Pause, ça voudrait dire vraiment une pause, c'est-à-dire qu'on va attendre, on ne va rien faire le 14 juin, mais peut-être que mi-juillet ou ensuite en septembre, on est prêt à relever à nouveau les taux d'intérêt. C'est le langage que tiennent beaucoup de membres du comité monétaire, et c'est le langage du nouveau numéro 2 de la Fed, qui est là depuis 1 an en tant que gouverneur, mais qui maintenant vient d'être promis au poste de numéro 2, monsieur Jefferson, qui, de manière assez pédagogique, et c'est un professeur d'économie, explique que le moment est de faire une pause pour qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. Et je dois dire que cette démarche est assez présente l'avantage finalement de la transparence et de l'honnêteté. On a du mal à comprendre ce qui se passe dans cette économie américaine depuis la fin du Covid, ne serait-ce que sur la question fondamentale du marché de l'emploi, où on s'aperçoit que les révisions des chiffres précédents par le Bureau du travail et des statistiques du département du travail, toutes ces révisions remettent en question toute la vision qu'on avait du marché de l'emploi des États-Unis depuis 3 mois, et à chaque fois elles vont toujours dans le même sens. L'économie américaine continue de se porter beaucoup mieux. Cette récession que l'on nous a promis n'intervient pas, et dans ce contexte-là, l'inflation dans les services est encore trop forte. Faire une petite pause, ce n'est pas idiot. Oui, une pause, c'est pas la fin des hausses de taux. Ils utilisent le verbe skip to skip, c'est ça, on sursoit à la hausse de taux, mais ça n'engage en rien sur la nature du mouvement suivant. Ça n'est pas la fin des hausses de taux. Le marché l'a compris, parce qu'on commence à voir que le pari qui était fait pour des baisses de taux qui allaient intervenir dès le mois de septembre et au-delà en octobre et novembre, ce pari-là est en train de se retourner. Je crois que la Fed a bien préparé les choses pour une pause le 14 juin, mais je peux me tromper. Ça ne serait pas dans l'intérêt de la Fed de surprendre toutefois. Si vraiment leur intention n'est pas de faire une pause, il va falloir qu'ils corrigent les choses très très vite dans les prochains jours. Bon, on va rentrer dans la quiet period, la parole des banquiers centraux aux États-Unis, mais également en Europe, dans la perspective des prochaines réunions la semaine prochaine, va être effectivement tenue au silence. Et donc, on verra ce qu'il advient effectivement 13 et 14 juin pour la Fed, 15 juin également, je le signale, pour la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour le quart d'heure américain, notre correspondant américain sur Bismart dans Smart Bourse. Un quart d'heure que vous retrouvez évidemment chaque semaine en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.